Maintenant que nous avons vu ensemble la situation des populations d'origine africaine et native dans la Nouvelle République américaine, je vais laisser la parole à Félicien Guéraud, un historien spécialisé sur les populations natives d'Amérique du Nord, qui va vous présenter le parcours d'un peuple, les Cherokees. C'est l'occasion pour vous de découvrir un travail qui a une forme un peu plus universitaire. Cela constitue une opportunité pour vous entraîner à un travail de prise de notes qui se rapproche un peu plus d'une séance d'enseignement de l'université. Le but de cette petite étude est de vous présenter rapidement un exemple de l'évolution des relations entre une tribu autochtone, les Cherokees, et les colons. Avant tout, une petite mise en garde, cette étude ne parle pas des natifs américains en général, mais d'un cas en particulier. En effet, ça n'a pas réellement de sens de traiter les autochtones de manière générale. Il y a une multitude de peuples, aux croyances et aux cultures variées. Si on prend le territoire américain, qui comporte les États-Unis et le Canada, soit à peu près 20 millions de kilomètres carrés, ce qui fait plus ou moins 33 fois la France. Il y a sur ce territoire des milliers de tribus. Ainsi, entre le natif inuit du nord du Québec et le natif pueblo du sud du Nouveau-Mexique, il y a de nombreuses différences. La nation Cherokee est une confédération orientée sur 7 villes, avec pour chacune, à leur tête, 2 chefs héréditaires en ligne maternelle. Leur territoire est d'environ 100 000 km². Il est situé dans les Appalaches, sur un territoire fait de forêts, de montagnes et de cascades, à cheval sur la Géorgie, le Tennessee, la Caroline du Sud, l'Alabama et le Kentucky, dans le sud-est des États-Unis. En 1650, on estime leur population à environ 25 000 personnes. Ils sont sédentaires, ils vivent de la pêche, de l'élevage, de la chasse, mais surtout de l'agriculture. Elle se fait de manière collective et elle garantit aux tribus une indépendance alimentaire. Le premier contact avec les Blancs date de 1540, quand des explorateurs espagnols rencontrent la civilisation Cherokee. Ils sont émerveillés par le degré de connaissance et la maîtrise technologique de ces derniers. Très vite, les Anglais vont comprendre qu'il pourrait être intéressant de nouer avec les Cherokees une alliance. Et ils vont donc, dès 1730, signer à Londres un traité d'amitié avec les principaux chefs Cherokees. Entre 1730 et 1758, les relations sont ainsi plutôt bonnes. Ils pratiquent le commerce, se métissent, et une partie des Cherokees vont même se convertir au christianisme. Ils font partie de ce que les Anglais appellent les 5 tribus civilisées. Ça va changer en 1758, quand un incident éclate. Un Cherokee est pris en otage par des colons blancs pour le vol de chevaux. Le chef, Okonosta, lance alors une attaque et prend le fort Loudoun dans les Appalaches. Les Anglais, en répression, rasent donc 2 villes Cherokee et le pays Cherokee est ainsi ravagé. La population est décimée par la rougeole et les raids des soldats et des miliciens anglais. Entre 1776 et 1794, pour répondre à ces spoliations qu'ils trouvent injustes, un groupe de Cherokees, alliés aux Iroquois, qui sont un autre peuple autochtone, sous le commandement de Dragging Canoe, un jeune chef, entre en résistance et attaque la colonie d'Olson à la frontière. S'ensuit de nombreux combats et l'armée américaine va écraser définitivement les derniers résistants à la bataille de Fallen Timbers et la paix est donc signée en décembre 1794. Cette défaite de 1794 est un véritable point de bascule pour la nation Cherokee. À partir de maintenant, elle a compris que la résistance est impossible face aux colons blancs. Alors elle va procéder à une véritable révolution intellectuelle. C'est-à-dire que pour ne pas disparaître et protéger sa culture, elle s'engage sur ce que les blancs appellent la voie de la civilisation. Alors en pratique, elle se dote d'une nouvelle capitale qui est fondée, New Echota. La tribu se dote d'une constitution, d'un parlement, d'une cour suprême, élit maintenant son chef, crée un alphabet, se christianise, fonde des écoles où l'on enseigne les 2 langues. Anecdote intéressante, c'est que ces écoles sont d'ailleurs la première qui sont mixtes sur le territoire américain. Un journal est même édité, le Tsalagi Phoenix. Tsalagi veut tout simplement dire Cherokee en Cherokee. Ce qu'on remarque, c'est que pour pouvoir faire valoir ses droits, pour pouvoir exister juridiquement, pour pouvoir parler avec les blancs, ils vont en fait calquer le modèle qu'ils ont en face d'eux. Ainsi,
Des Blancs et des Cherokees se marient et des enfants métis adoptent pleinement le mode de vie des Blancs. Certains, grâce à leurs études et à leurs influences, vont même faire fortune. Les plus riches vont même posséder des esclaves noirs qui vont travailler dans leurs exploitations, tout comme leurs voisins exploitants. En revanche, ils ont gardé le sens de la solidarité tribale. Ainsi, la communauté veille à ce qu'aucun de ses membres ne se trouve démuni. On remarque aussi qu'ils gardent certains de leurs rites qu'ils avaient avant. Cette réussite attise jalousie et convoitise des colons géorgiens qui cherchent à s'accaparer ces terres Cherokees. En 1828, de l'or est découvert à proximité de New Echota. Une grande pression va alors être exercée par l'État géorgien pour que les tribus s'exilent de leurs terres. En fait, l'État géorgien veut prendre possession des gisements aurifères et de nombreux colons entrent d'ailleurs illégalement sur le territoire cherokee. Le 28 mai 1830, le président des États-Unis, Andrew Jackson, fait voter l'Indian Removal Act, qui ordonne en fait la déportation des dernières tribus de l'Est vers un territoire au-delà du fleuve Mississippi. Cette loi concerne d'ailleurs aussi les 5 tribus civilisées dont font partie les Cherokees. Les instances Cherokees vont réagir pour supprimer cet acte et garder leurs terres, et font donc des pétitions signées par les membres des tribus. Ils vont même gagner un procès d'appel de la Cour suprême des États-Unis, rendant illégal cet acte. Mais l'État géorgien, pour contourner cette interdiction, va procéder à une manœuvre habile qui est de faire signer par quelques chefs Cherokees des actes de vente des territoires. Les chefs pensant que de toute manière, ils seraient expulsés et que s'ils pouvaient récupérer un petit peu d'argent, ça pourrait être utile pour la suite. Ainsi, les milices et les soldats vont rassembler les différents peuples et organiser une véritable déportation. Finalement, 18 000 Cherokees, hommes, femmes, vieillards et enfants, se retrouvent jetés sur les routes, escortés et parfois même brutalisés par les soldats gouvernementaux américains et les milices géorgiennes. Ils vont effectuer ce trajet par terre et par voie fluviale. Les autochtones, Cherokees et même autres tribus emportent en fait le plus d'affaires possible, mais parfois, quand ils ne peuvent pas, ils sont obligés de partir sans rien et à pied. Ce trajet fait d'ailleurs 3540 km et s'étend sur 6 États. 4000 d'entre eux vont perdre d'ailleurs la vie pendant ce trajet. Ils sont ensuite installés dans les réserves de l'Oklahoma. Alors, précision, juridiquement, ces territoires ne sont pas des réserves, mais en fait, elles en ont le même mécanisme et c'est en fait qu'une histoire de nomenclature. Alors, les réserves indiennes, comme elles sont appelées juridiquement par le gouvernement des États-Unis, sont un territoire prêté par le gouvernement au Bureau des Affaires indiennes. Concrètement, sur ce territoire, on ne dépend que de la juridiction du Bureau des Affaires indiennes et non celle des États où elle est située. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces réserves sont situées sur des territoires arides et souvent impropres à l'agriculture. En fait, ces réserves sont un moyen pour le gouvernement américain de contrôler les populations et les tribus autochtones. D'ailleurs, de nombreuses tribus sont admises dans ces réserves et parfois même des tribus qui étaient ancestralement ennemies. Ils sont donc installés sur un territoire qui est beaucoup moins fertile et bien plus pauvre en eau que l'ancien territoire historique des Cherokees. Alors ça pose un grave problème, c'est que les Cherokees ne sont pas réellement adaptés et ignorent les techniques pour pouvoir refaire une agriculture décente et comment en fait subvenir à leurs besoins. Malgré tout, la nation reconstitue un gouvernement, réouvre ses écoles, réimprime son journal, etc., etc. Jusqu'en 1889, car à cette date, les terres Cherokees sont une nouvelle fois réparties en lots pour les colons. C'est-à-dire que la terre Cherokee est divisée, une partie restera aux tribus, une autre est distribuée aux colons. Alors ce qui est assez intéressant,
c'est que cette distribution est sous la forme de ce qu'on appelle une course pour la terre, c'est d'ailleurs la première, c'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer une course où tous les colons sont sur la ligne de départ avec leurs chariots et leur matériel, et au top départ, ils se dépêchent pour revendiquer la propriété d'un terrain, donc l'enjeu étant d'avoir le meilleur terrain possible, qui est assez spectaculaire. Si ce déménagement forcé n'a pas remis en cause les institutions Cherokee qui vont se reformer, elle va avoir quand même comme conséquence une fracture très forte au sein même des tribus Cherokee. C'est-à-dire que lié à cette tristesse, lié à cette acculturation, l'alcoolisme va faire des ravages au sein même de la réserve. En 1898, le gouvernement des nations indiennes du territoire du Nord, le nom en fait de cette réserve qui n'en a pas le nom, est dissous. Les Cherokees se soumettent à l'autorité des États-Unis. Grâce à cette étude, au-delà de la singularité que représentent les Cherokees, par exemple ce mimétisme juridique et gouvernemental calqué sur les États-Unis, nous avons pu voir quel était, je dirais, le chemin traditionnel des relations entre les Blancs et les Autochtones qu'ils rencontrent. En effet, après un moment de méfiance, puis d'alliance avec les Européens, les Cherokees vont finir par représenter un frein à l'expansion territoriale des Américains. Ils seront donc déportés et parqués dans des réserves. Et en cela, l'histoire Cherokee est assez représentative du traitement des natifs par les Américains. Ça permet à l'État de ne plus s'occuper, en fait, des problèmes des autochtones. Et ça a pour conséquence une mortalité qui est très forte dans ces réserves, une pauvreté, un taux de pauvreté qui est bien plus élevé que dans le reste des États-Unis, et un alcoolisme morbide qui est, lui, exponentiel. Ce qui est aussi intéressant, c'est de comprendre que ces juridictions particulières vont favoriser un effet de création de casinos et de tripots à cause plutôt des exonérations fiscales en vigueur dans ces régions. Ainsi, de nombreux casinos vont ouvrir dans ces réserves, finissant de fracturer culturellement et socialement l'unité de ces nations autochtones. Aujourd'hui, les personnes juridiquement Cherokee sont environ 300 000. Ce qui est intéressant avec ce chiffre, c'est qu'on remarque tout de suite que la population de Cherokee n'a pas diminué, mais a au contraire augmenté. Alors, ce chiffre est intéressant car il est complètement différent du reste des tribus autochtones. Il ne faut pas prendre cet exemple comme celui de toutes les tribus. En effet, en règle générale, la population décroît, même décroît très fortement. De plus, ce qu'on remarque, c'est que la culture Cherokee, même si elle a fortement diminué, elle a réussi à traverser les âges et les générations, et ceci s'explique notamment grâce à cet alphabet qui a permis de fixer la langue Cherokee et qui est aujourd'hui toujours parlée et toujours écrite par des milliers de personnes. Cette rapide présentation de l'histoire du peuple Cherokee nous permet donc de voir le traitement des natifs d'Amérique par les Américains au fil des siècles. Les cultures des natifs d'Amérique continuent d'exister aujourd'hui sous des formes différentes, en s'adaptant à la société américaine, en s'adaptant au contexte. Et bien que les situations dans les réserves soient difficiles, il ne faut pas concevoir les identités et les cultures aborigènes comme mortes. Elles sont encore bel et bien vivantes et ne cessent d'évoluer et de prendre de nouvelles formes. Si vous avez des questions par rapport à cet exposé, n'hésitez pas à me les transmettre. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne journée.